Lancement de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes et mères d'enfants couplés, du dépistage et prise en charge des cas de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois. Cette campagne dénommée Semaine de suivi de la femme et de l'enfant a été lancée jeudi au centre hospitalier universitaire Mère et l'Enfant Lagune. La Fédération béninoise de football sera en assemblée générale élective ce samedi 20 août 2022 à Porto Novo. Soit 14 délégués iront aux urnes pour élire le nouveau bureau exécutif qui va diriger l'instance fêtière du football béninois au cours des 4 années à venir. Les attentes des Béninois sont à suivre dans cette édition. Et puis en inter-actualité, le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko a officialisé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024 et a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour empêcher sa candidature. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet, le développement à présent, lancement de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes et mères d'enfants couplés, du dépistage et prise en charge des cas de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois. C'est une initiative du gouvernement inscrite dans le plan national de développement sanitaire. Cette campagne dénommée Semaine de suivi de la femme et de l'enfant a été lancée ce jeudi au centre hospitalier universitaire Mère et l'Enfant Lagune de Cotonou. Le Cône Radio. Améliorer la morbidité de mortalité de la femme et de l'enfant au Bénin, c'est la vision du gouvernement de la rupture. Il a initié au profit des femmes, mères et enfants cette campagne dénommée Semaine de survie de la femme et de l'enfant. Dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus et administration de déparasitants. Le dépistage aux enfants de 6 à 59 mois sont au programme. Durant cette semaine, des équipes de santé et de volontaires seront positionnés dans les centres de santé et se rendront dans toutes les localités, dans les villages et quartiers de ville pour offrir gratuitement ces prestations aux cibles indiquées, notamment les enfants de 6 à 59 mois et les femmes à partir de 12 ans. Ces interventions permettront notamment de lutter contre les vers intestinaux et la cécité nocturne chez les enfants grâce à l'albendazole et à la vitamine A. Quant à la prévention familiale, elle est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle et contribue fortement aux dividendes démographiques. Par ailleurs, les cancers du col de l'utérus et des seins continuent de faire des ravages dans notre pays, simplement parce que la détection est souvent tardive, à un moment où les traitements ne sont plus efficaces. Donc, l'objectif du gouvernement est donc d'inverser cette tendance, de faciliter l'accès au dépistage à toute la population, quel que soit le lieu de résidence. Le représentant du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, exhorte les agents de santé retenus pour l'opération et les élus locaux à œuvrer pour la réussite de la campagne. Je saisis cette opportunité pour inviter toute la population générale, les femmes et les mères d'enfants en particulier, à sortir massivement avec leurs enfants pour se rendre dans les postes installés à cet effet, afin de bénéficier de l'offre des services de santé. Je voudrais également exhorter les équipes d'agents de santé et de volontaires à ratisser l'âge pour ne laisser personne en rade. J'invite également les acteurs de tous ordres, ONG locales, internationales, médias, chefs traditionnels et religieux, leaders d'opinion et autorités à tous les niveaux, à apporter leurs appuis à la mise en œuvre effective en mobilisant davantage toute la population pour sa pleine participation. Le directeur du CHU Mel et les partenaires techniques et financiers remercient le gouvernement pour l'initiative et promettent l'accompagner. Je voudrais espérer avec vous que les activités principales initiées dans le cadre de la semaine de suivi de la femme et de l'enfant nous permettront d'améliorer nos indicateurs en ce qui concerne l'ODD, qui est d'assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, notamment d'améliorer la santé du couple mère-enfant au Bénin et surtout de donner davantage de sourires non seulement aux enfants, mais également à la femme béninoise. À travers cette campagne, le gouvernement du Bénin, l'UNICEF, le UNFPA
et l'OMS, avec le soutien financier de tous les partenaires, dont le gouvernement canadien, la Fondation Takeda, pour ne citer que cela, et les communautés à la base souhaitent mettre à échelle ce paquet d'interventions à haut impact afin qu'aucune cible ne soit laissée de côté. Cette campagne se déroule dans les 34 zones sanitaires du Bénin. 19 août 2022, journée internationale de l'aide humanitaire. Elle est en partie dédiée à la mémoire de tous ceux et celles travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie en tentant donc de venir en aide aux communautés en détresse cette journée, mais également la censure, les actes de volontariat, l'historique et plus de détails de cette célébration avec Romaric Dossa. Célébrée le 19 août de chaque année, la Journée internationale de l'aide humanitaire honore ceux qui ont été tués ou blessés en portant secours à ceux qui sont dans le besoin, mais également ceux qui continuent d'apaiser la détresse et les souffrances de milliers d'autres. Le 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé par la résolution 63/139 de désigner le 19 août Journée mondiale de l'aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Elle vise également à rendre hommage à tout le personnel humanitaire et invite les États membres, les entités du système des Nations Unies, ainsi que les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à marquer chaque année cette journée comme il convient. La Journée mondiale de l'aide humanitaire trouve ses origines en Irak. Le 19 août 2003, un attentat à la bombe était perpétré contre le bureau des Nations Unies à Bagdad, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. Avant cette date et depuis lors, d'autres agents d'aide humanitaire, y compris Sergio Vieira de Melo, ont également péri. Des pertes massives ont également été enregistrées en janvier 2010 à la suite du tremblement de terre survenu en Haïti. Mais l'objectif global de cette journée est d'en faire le véritable reflet de la communauté humanitaire mondiale. Direction le palais des gouverneurs à Porto Novo, les députés membres de la commission des finances et les cadres de l'administration parlementaire sont appelés depuis le mercredi dernier à analyser le mécanisme d'examen, d'exploitation des rapports trimestriels d'exécution des lois de finances. C'est le président de cette commission des finances, Gérard Guinonchi, qui a lancé de façon officielle les travaux. Romaric Dossa pour le point. Atelier organisé par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEB avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'objectif est de renforcer la capacité des acteurs des finances au niveau du Parlement béninois. Le président de l'Assemblée nationale donne la preuve de son souci permanent à permettre à la représentation nationale de mener à bien sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. Permettez-moi de remercier le directeur national et son adjointe, ainsi que les responsables du projet d'appui d'amélioration de l'accès à la justice et à la réduction des comptes au Bénin par GIREC C2, qui ont accepté de financer la présente activité. Le Parlement, en tant que pouvoir public, est chargé, entre autres, du vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale. Il est à cet effet le premier garant de la reddition de comptes au sein de l'État. C'est pourquoi il se doit de s'acquitter convenablement et efficacement de son obligation en ce qui concerne l'examen des rapports trimestriels d'exécution des lois de finances. Pour les cadres et députés présents à ce séminaire, l'examen des rapports trimestriels est nécessaire pour une gestion efficiente du fonds public. Cette formation qui vient à point pour donner plus de valeur des outils aux membres de la Commission des finances et l'ensemble des cadres qui interviennent dans la chaîne des finances, du compte des finances publiques au Parlement, puisse outiller. C'est pour ça que nous sommes là. Pour nous, c'est d'être suffisamment oublié sur le contenu de ce rapport qui vient, les différents rudiments contenus dans ce rapport, les techniques d'appréciation de ce rapport et en même temps avoir l'esprit critique pour voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. La nouvelle loi organique relative aux lois des finances
a apporté de profondes mutations dans la gestion des finances publiques dans notre pays. Et l'une des réformes majeures apportées concerne les rapports trimestriels sur l'exécution de la loi de finances qui doit être transmis à l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est à titre d'information, mais les parlementaires devraient se saisir de ces rapports trimestriels pour accomplir leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Démarré le mercredi 17 août dernier, les travaux de cet atelier ont pris fin ce vendredi 19 août 2022. Au moins 24 femmes siégeront obligatoirement au Parlement béninois pour le compte de la 9e législature. C'est une réforme imprimée par le gouvernement du président Patrice Talon dans le nouveau code électoral. Quel est alors le genre de femmes qui pourrait répondre à la vision du gouvernement, celle de promouvoir la gente féminine dans les instances de prise de décision? Réponse dans ce reportage. Je l'annonçais dans les titres, la Fédération béninoise de football sera en assemblée générale élective ce samedi 20 août 2022 à Porto Novo. 114 délégués iront aux urnes pour élire le nouveau bureau exécutif qui va diriger donc l'instance fêtière du football béninois au cours des 4 années à venir. Une seule liste est en compétition, c'est celle du président Mathurin Deschacus, président sortant de la Fédération béninoise de football. Mais qu'est-ce que les Béninois attendent du prochain bureau exécutif de la FBF? Kenneth Egaoui et Mathieu Sossou ont posé la question à quelques passionnés de foot. Reportage. Encore quelques heures et la Fédération béninoise de football connaîtra son bureau exécutif et son président pour le mandat 2022-2026. Le président sortant est sur le point d'être plébiscité pour un deuxième mandat. Sa liste de candidatures dénommée Allons plus loin est la seule en compétition. Et déjà, les passionnés de foot attendent beaucoup de lui. Son premier mandature, il a bien géré. Donc,
Moi, j'attends de lui les 4 ans prochains. Donc, que cela aille, le football béninois aille davantage. Qu'il parcourt les stades de plus. Qu'il parcourt les stades et voir ce qui se passe réellement. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est encore fait. Donc, on va lui demander juste de redoubler d'efforts, d'aller un peu plus dans l'innovation. Je pense que le football va quand même, le football béninois va prendre un peu de la hauteur. On a aimé qu'il reconduise son équipe et qu'il n'a qu'à faire mieux que ce qu'il a fait la dernière fois, c'est tout. Pour ces citoyens et amateurs de cuiron, Mathurin de Chacus a impulsé un nouveau souffle au football béninois durant les 4 dernières années. Il salue la reprise du championnat national, la qualification du Bénin au quart de finale de la CAN 2019 et le progrès des différentes équipes de catégorie d'âge. Mais le prochain bureau exécutif de la FBF est attendu sur plusieurs autres chantiers. Je pense que ça se chante un peu partout, c'est la formation à la base. Moi, je suis surtout à ce niveau-là actuellement. Donc, la formation à la base, surtout. On a de bons enfants, de bons petits qui sont en train de venir. Je pense que s'il y a des partenariats un peu partout, les centres d'ici peuvent être en partenariat avec les centres de l'extérieur. Je pense que quelque chose va se faire pour le Bénin, dans le domaine du foot. Ils n'ont qu'à nous aider beaucoup financièrement, parce qu'ils doivent nous aider aussi pour qu'on puisse aller à l'intérieur du pays, pour pouvoir développer aussi le football béninois, pour que notre frère et notre famille puissent en bénéficier. Ce que je demande, c'est que les enfants, les joueurs, même, ils ne s'entraînent pas. On attend seulement l'équipe, l'entraînement de leur équipe. Non, auparavant, quand nous jouions, on s'entraînait individuellement avant de venir à l'entraînement collectif. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, ils ont l'argent. À l'époque, nous n'avions pas l'argent. Voyons, notre stade est à Cotonou, on dit Cotonou 2. Le stade doit être encore renouvelé parce que le synthétique est foutu. Si il nous aide, ça peut aussi arranger le football béninois parce que avec un terrain comme ça, on ne peut pas produire du football. Je crois bien qu'il y a plein de chantiers à renouveler, mais c'est un monsieur, un papa à nous. Je crois bien qu'il va, si on lui donne encore la chance, il va pouvoir faire beaucoup de choses pour nous les jeunes et encore les petits frères qui sont en train de venir derrière. La liste allant plus loin, qui va être soumise au vote des 74 délégués ce samedi, est composée de 19 membres. La quasi-totalité des membres du bureau sortant y figure. Seuls 2 nouveaux membres font leur entrée. Et puis en interactualité à présent, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a officiellement pris la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est le président du Malawi qui lui a passé le flambeau ce mercredi 17 août 2022 à l'occasion du 42e sommet des chefs d'État qui se tient à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Reportage. Comment booster l'industrialisation de la communauté économique des États d'Afrique australe? La question était au cœur de la 42e session du sommet de cette organisation sous-régionale tenue mercredi à Kinshasa en RDC. Le président sortant de la SADC pense que l'Afrique doit prendre ses responsabilités pour y parvenir. Il n'y a personne en dehors de l'Afrique qui viendra construire l'Afrique comme nous voulons qu'elle soit construite. Pas les Américains, pas les Européens, pas les Asiatiques. Ils peuvent nous donner une route ici et là, un stade ici ou là, quelques millions de dollars qui ne sont rien d'autre que de l'argent de poche pour eux et qui ne représentent rien comparé au montant de leurs échanges. Le président sortant de la SADC a fustigé par ailleurs ce qu'il appelle le pillage des ressources naturelles de la RDC par des puissances étrangères. Le pillage que nous avons permis à l'Occident de commettre en RDC est un péché dont nous devons nous repentir. Pas question que cela se reproduise ailleurs dans notre région. Alors qu'il succède à Lazarus Chakwera, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de s'investir avec l'aide des États membres de la SADC dans la construction d'infrastructures à même d'aider à l'industrialisation rapide de la sous-région. Je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec
nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. L'accent a notamment été mis sur la création des pôles de développement propres au continent qui disposent d'un atout majeur, ses ressources naturelles et minérales suffisantes pour financer tout projet de développement, ont souligné les chefs d'État de la SADC. Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko a officialisé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024. Il a accusé le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Ousmane Sonko a officialisé sa candidature dans la foulée des législatives du 31 juillet. Le camp présidentiel y a perdu la majorité absolue au Parlement. Ousmane Sonko, principal opposant sénégalais, a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2024. Lors de son annonce, il en a profité pour régler ses comptes avec la France. Il accuse Paris de s'être ligué avec le président Macky Sall pour l'empêcher de se présenter. Et je le dis avec toute l'objectivité du monde, il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle de 2024, s'il plaît à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'on reste focus. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime. Dans son discours, Ousmane Sonko a aussi dénoncé l'emprise économique et politique exercée selon lui par la France et les multinationales. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances, pays européens. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. À 49 ans, Ousmane Sonko, qui en est à sa 3e candidature à la présidentielle, jouit d'une grande popularité, notamment parmi les jeunes. 5 ans après la mort de plus d'un millier de Sierra-Léonais dans les boues du mont Sugar, beaucoup s'alarment que les conditions d'un nouveau désastre restent réunies sur les flancs du massif qui domine Freetown. Quelques dizaines de personnes se sont réunies mercredi au pied du piton, battu par une pluie torrentielle pour prier à la mémoire des personnes mortes et disparues. C'était il y a 5 ans, en août 2017. Après plusieurs jours de pluies intenses, des coulées de boue avaient fait plus de 1000 morts et disparus à Freetown. Une catastrophe que les Sierra-Léonais ont du mal à oublier. En cette date anniversaire, de nombreux habitants et proches ont tenu à rendre hommage aux victimes. Cela fait 5 ans aujourd'hui et nous continuons à pleurer la perte de centaines de nos concitoyens. À cause d'une réaction inattendue et soudaine de la nature à la façon dont nous la traitons. Le glissement de terrain a détruit des centaines d'habitations. Pour d'autres, ce sont les pertes humaines qui ont été le plus difficiles. Certains ont perdu plusieurs membres de leur famille. J'ai perdu plus de 20 membres de ma famille, y compris les enfants de ma tante, les enfants de mon frère qui vivaient là. Je peux dire que 25 personnes de ma famille sont mortes. Une agence de gestion des catastrophes a été créée en 2020. Elle coopère avec les Nations Unies pour déterminer si la zone du désastre de 2017 est habitable. Les autorités, de leur côté, ont fait replanter plus de 2200 manguiers, bananiers ou avocatiers, et elles répriment les constructions illégales. Nous continuons à sensibiliser les gens pour qu'ils soient respectueux de la nature. Et nous nous assurons également que la surveillance de la zone est bien prise en charge. Nous voyons des gens qui veulent profiter de l'occasion pour ériger des maisons ou faire d'autres choses. Mais je pense que nous maîtrisons la situation. Nous nous assurons de surveiller la zone afin que de tels événements ne se reproduisent plus. En 2018, le gouvernement a attribué aux survivants un certain nombre de logements financés par des philanthropes.
mais seulement une fraction des quelques 3500 survivants en a bénéficié. Le virus de la variole du singe gagne chaque jour que Dieu fait le terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre des cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. Le taux de mortalité a, lui, augmenté de 35% en l'espace de 4 semaines. 12 personnes sont décédées plus tôt la semaine dernière des suites de la maladie. Le virus de la variole du singe continue de gagner du terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. La plupart sont déclarés en Europe et sur le continent américain. Au total, plus de 35 000 cas de variole du singe ont été signalés dans 92 pays et territoires. Près de 7 500 cas ont été détectés la semaine dernière, soit 20% de plus par rapport à la semaine d'avant et 20% encore par rapport à la précédente. Le directeur de l'OMS précise que des études sont en cours pour déterminer si des mutations génétiques du virus sont à l'origine de la propagation rapide de la maladie. La plupart des cas signalés concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et ceux fréquentant des lieux de prostitution. Une campagne de vaccination est en cours, mais les chercheurs insistent, ce n'est pas une solution miracle et mieux vaut privilégier la prévention en réduisant par exemple le nombre de partenaires sexuels. Le 13 juillet dernier, l'OMS avait classé la variole du singe en urgence de santé publique internationale. Et voilà. Et puis Taïwan se dit prêt à riposter en cas d'attaque de la Chine qui a réalisé ses plus importants exercices militaires autour de l'île. L'armée taïwanaise a présenté ce jeudi à la presse ses capacités de défense anti-aérienne. Reportage. L'armée taïwanaise a présenté ce jeudi à la presse ses capacités de défense anti-aérienne, affirmant qu'elle se tenait prête à réagir en cas d'attaque. Un message envoyé à la Chine qui a récemment réalisé ses plus importants exercices militaires autour de l'île. Nous condamnons fermement les provocations militaires continues de la Chine communiste autour de Taïwan qui sapent la paix régionale. Nous maintenons tous nos soldats concernés par la préparation au combat. Les opérations militaires de la Chine communiste ne font donc que nous donner l'occasion de nous entraîner au combat. De son côté, Pékin continue d'affirmer que ces exercices militaires ne sont que la réponse à la visite à Taïwan de la responsable américaine Nancy Pelosi. La visite de Mme Pelosi à Taïwan, arrangée par les États-Unis, est une pratique rétrograde qui a gravement violé la souveraineté de la Chine, gravement empiété sur les affaires intérieures de la Chine et gravement compromis la paix et la stabilité autour de Taïwan. La Chine doit apporter une réponse ferme. Notre position est légitime, raisonnable et légale. Nos actions sont résolues, fortes et proportionnées. En début de semaine, Pékin a procédé à de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, en réaction à la visite sur l'île d'une délégation de parlementaires américains. Et c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, des autres également. Portez-vous bien, mais n'oubliez pas de nous retrouver sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvpn.com et que Dieu nous garde.